Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Aujourd'hui, je reçois Alexandra Martel. Alexandra qui est une pro de la persuasion. Le pouvoir des mots, là, c'est tellement, mais tellement important. Alexandra, bienvenue sur le show. Ben écoute, merci de l'invitation, Karine. Je suis vraiment excitée. Ça me fait tellement plaisir que tu sois là. Tu sais, la psychologie des mots et tout ça, moi, c'est quelque chose qui vient vraiment me chercher. Puis avec la clientèle, tu sais, les femmes d'attitude sur le podcast, ben vraiment, d'être capable d'aller définir son message, mais surtout de ramener du plaisir là-dedans. C'est pas que ce soit pesant. Mais avant qu'on entre là-dedans, j'aimerais ça que tu me dises, qu'on parle un peu de ton histoire. T'es qui? Qu'est-ce qui t'a amené un jour à devenir la pro de la persuasion? Ouais, c'est bon. Écoute, je sais pas si je suis la pro de la persuasion. Je trouve tout le temps ça drôle. J'aime ça. Là. Récemment, il y a quelqu'un qui m'appelait la papesse de la persuasion. Puis là, La papesse! Oh, j'aime ça! Ouais, avoue, hein, il y a comme un côté, je sais pas, culte à ça. Je trouvais ça très drôle. Mais c'est que moi, je suis une entrepreneur de circonstance. C'est-à-dire que c'est arrivé un peu par hasard que je me retrouve entrepreneur. Moi, je fais des études en droit à la base. Puis je me suis rendu compte que je voulais pas être avocate, en fait. Ça a commencé comme ça. Qu'est-ce Et qui a été le donc, déclic que tu n'as pas voulu être une avocate? c'est... En fait, les domaines de droit qui m'intéressaient vraiment, c'est des domaines qui sont super exigeants, où il aurait fallu que j'aie un certain style de vie. Genre que je travaille vraiment beaucoup d'heures dans ma semaine. Puis je suis partie en voyage. Comme bien des gens, tu sais, je pense que quand tu pars en voyage pour la première fois, ça change ta vie, là, ça remet Ça les choses en t'ouvre des perspective. portes, hein? Ouais. Ah, c'est incroyable. Puis moi, j'avais jamais voyagé. Là, je pars en voyage, puis je fais la réalisation que il faut que je fasse un travail qui va me permettre de voyager, en fait. C'était carrément ça au début. Mais moi, je me définissais beaucoup par l'école. Tu sais, moi, j'étais la fille qui était bonne à l'école. J'ai tout le temps été bonne à l'école. Donc, mon réflexe, ça n'a pas été je vais me partir en affaires ou quoi que ce soit. Là, ça ne m'a même pas passé par la tête. Moi, ce que je me disais, c'est qu'il faut que je trouve dans quoi d'autre je peux étudier. Ouais. Ouais, vraiment. Académique full-on, là. Dans la tête, là, c'était Exactement, là. pas entrepreneurial, Ah c'était ouais. pas là du tout, là. Moi, j'avais 8 ans, puis c'était clair dans ma tête que j'allais faire un doctorat un jour. Fait que c'est Ah! ça. C'était décollé, tu sais. Ouais. Puis, à travers tout ça, j'ai dans mon coffre à outils le fait que je suis capable de programmer un petit peu en PHP et je fais des sites web. Je suis capable de faire des sites web. J'ai appris Ah! ça enfant. C'était ma passion quand Toi? j'étais enfant, ouais. Fait que j'ai vraiment développé ça très, très jeune. Là, je pense à 8-9 ans, j'ai fait mes premiers sites web. J'adorais ça. Puis, je finançais mes études à l'université comme ça. OK? En faisant Fait que des là, sites pour les autres? ouais, en faisant des Avec. sites web pour des petites PME. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, fait que souvent des amis à ma mère. Ma mère qui était OK, ouais. massothérapeute, là. Fait que là, je fais tout plein de petits sites web pour des massothérapeutes, des esthéticiennes, etc. Là, Ouais. je finançais vraiment mes études de cette façon-là, mais c'était un sideline, n'est-ce pas? Puis un Oui. jour, je tombe sur une agence. Là, moi, je suis en questionnement existentiel de vie. Je suis plus en droit. Je ne deviendrai pas avocate. Je suis en études internationales, mais je ne sais pas trop où ça va me mener, ce que je vais faire. Je me rends compte que je commence à développer une certaine fatigue de l'université. Tu sais, ça tourne beaucoup en rond. Puis, comme j'ai plus d'objectifs derrière ce que je veux faire, je ne sais plus exactement où je veux m'en aller dans ma carrière, bien, je suis un peu démotivée par l'université. Et il y a une agence pour qui je fais toutes sortes de petites choses sur WordPress qui me demande si j'ai envie de faire des landing pages. Là, je regarde ça, puis je trouve ça intéressant, moi, le marketing web. Je trouve que c'est cool. Puis là, éventuellement, il me trouve bonne, il trouve que j'apprenne vite. Fait qu'il me dit, ça te tenterait-tu d'apprendre la pub Facebook? Là, je me mets à faire de la pub Facebook. Puis c'est là que je découvre le copywriting. Parce que les textes des pubs, ils sont pas bons. Les textes des pubs sont vraiment pas bons. Puis là, moi, je le réalise bien qu'ils ne sont pas bons et je me mets à lire sur qu'est-ce qui fait qu'un texte publicitaire est bon. Et là, je découvre le copywriting et je tombe là-dedans et je capote là-dessus jusqu'à ce qu'en 2017, je décide, OK, j'achète mon nom de domaine, lesmotspourvendre.com, puis ça va être ça ma vie. Je dédie, ça va être ça mon projet. T'sais. Mais c'est vraiment, ça m'est arrivé. Ouais. C'est le copywriting qui m'a trouvé, ce n'est pas moi qui voulais devenir entrepreneur. C'est Ah, vraiment... j'aime ça que tu apportes ça comme ça, parce que souvent, c'est une question, hein? Qu'est-ce qui est venu avant? Genre, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on devient? Mais si je te pose la question aujourd'hui, est-ce que tu changerais de style de vie ou tu Ben adores ton jamais, style de vie? Hein? jamais. Tu sais, c'est ça, c'est ça. Moi, je pense que ça peut être les deux. Tu sais, il y en a qui ont un besoin vraiment profond de se lancer en affaires.
à la base, puis c'est drôle parce que des fois, leur besoin va au-delà de l'idée. Ils n'ont même pas d'idée de business, ils veulent juste se partir en business. C'est ça. Je suis en amour avec l'idée d'être en affaires. Exactement, tu sais, la liberté, etc., etc. Mais moi, c'est vraiment l'entrepreneuriat qui m'a cruisé tranquillement, tu sais. Ah, c'est beau, puis je me retrouve tellement dans ton histoire aussi, parce que moi aussi, je suis une académique, j'ai été élevée, genre que je savais qu'un jour, j'allais aller à l'université, puis que, bon, ça allait s'arrêter là. Puis la minute où j'ai réalisé que j'allais juste avoir 2 semaines de vacances par année pour tu sais, puis on s'entend qu'à l'université, c'est rushant pareil. Là, j'étais comme, voyons donc! Puis là, je voyais Dave à ce moment-là avec son entreprise qui se lançait, puis qui voyageait, puis qui avait un style de... J'étais comme, allô, là, non, ça marche pas, il y a un ça marche pas, total. Mais tu sais, il faut être vraiment passionné, puis il faut vraiment trouver aussi ce qui nous allume, parce qu'on s'entend que l'entrepreneuriat, c'est quand même pas tout rose et tout facile et tout simple et juste plein de liberté, là. Il y a bien du travail derrière tout ça. Surtout au début. Tu sais, Oui. les premières années, c'est épouvantable, là, puis je sors d'un lancement pour ma formation sur le pricing où je raconte un peu mon histoire avec les prix, mais moi, quand j'ai commencé en affaires, j'étais zéro outillée, là, à savoir combien ça valait mes compétences, puis j'en avais aucune idée. Puis dans notre société, qu'est-ce qu'on fait? On a des taux horaires. Donc tout le monde, tu sais, quand tu es travailleur autonome, souvent, puis tu fais de l'exécution, ton réflexe, ça va être de te tourner vers un taux horaire tout de suite. Oui, ben oui. Tu n'as pas tant de liberté là, quand tu es travailleur autonome puis que tu charges 40$ de l'heure. Là, tu te trouves être moins payé qu'un salarié bien souvent parce que tu ne comptes pas tes heures comme il faut, etc., etc. Puis en plus, tu n'as pas les avantages d'être un employé. Tellement, puis c'est excellent ta formation, puis je trouve que c'est réellement un besoin dans l'univers parce que justement, on est habitué de travailler au taux horaire. Fait que quand on vient à pricer, tu sais, des fois, c'est facile de tomber dans le « c'est vraiment pas assez cher » versus « c'est le bac trop cher ». Fait que tu sais, c'est comme comment est-ce que je fais pour évaluer ça? Puis je pense que tu as vraiment une méthode qui permet d'évaluer puis de pricer. Oui, puis en fait, c'est pas ma méthode, c'est que moi, comme je suis tombée entrepreneur par hasard, n'est-ce pas, par les chemins de la vie, ben, au début, je veux dire, j'avais aucune idée là, comment pricer mes affaires. Moi, j'étais à l'heure, puis ça marchait pas. Je n'étais pas capable, de compter mes heures parce que le copywriting, c'est un travail hyper créatif. Puis là, tu es dans ton bain, tu as une idée de page de vente, tu vas te charger ton client pour le temps que tu as passé dans ton bain, tu sais, ça marchait pas. Puis je détestais compter mes heures, je détestais ça. Ça me rappelait quand j'étais étudiante puis que je travaillais aux Zellers, genre, puis tu sais, tu punches quand tu rentres, tu punches out quand tu t'en vas. Je trouvais ça horrible. Ça ne fit pas avec la créativité puis tout ça. Mais je lisais sur le pricing et je ne trouvais pas grand-chose, en fait, pour m'aider concrètement. Tu sais, tout le monde disait « assume ta valeur, charge à la valeur », des choses comme ça. Ouais. Mais c'est flou, ça, comme concept. Ben oui. Moi, ça veut dire quoi, ça? Ben oui. Puis moi, dans tout mon pragmatisme et mon côté un petit peu académique, si on veut, j'avais besoin de comprendre c'est quoi le pricing de valeur. Donc, j'ai lu des manuels pour étudiants au MBA. Ah, wow! Ouais, sur le value-based pricing. Puis c'était super intéressant, mais là, le problème, c'est que c'était trop complexe puis c'était pas applicable à une petite entreprise. Tu sais, les exemples qu'ils te donnent, c'est genre des compagnies d'aviation, Nike. T'es comme... Moi, je suis pas Nike, là, ou genre Air, je sais pas trop quoi, ça marche pas. Non, c'est ça. Ouais. Fait que ça a vraiment été tu sais, c'était pour moi, c'était complètement égoïste à la base. C'était pour réussir à bien vivre du copywriting que je me suis intéressée à ça. Mais ça, là, ça fait-tu pas nos plus beaux projets? Quand c'est complètement égoïste, moi, c'est comme ça que je fonctionne aussi. Tous mes projets, je les crée pour moi, là. Et après ça, je les vends parce que ça fonctionne, mais à la base, c'est un besoin pour moi que je réponds. Ben ouais. Puis il y a beaucoup de gens qui ont cette espèce de... Je trouve ça drôle qu'on aille dans cette direction-là parce que, tu sais, en entrepreneuriat, on parle souvent de servir. Moi, je sers personne, là. Moi, je partage ce que j'ai découvert et ce qui m'a aidé, mais je me sens pas dans une position de service. Je me sens dans une posture de partage. Et puis je trouve ça bien plus positif. Intéressant ce que tu amènes là comme point. C'est vrai, tu sais, moi, je suis de celle-là qui dit qu'on est dans le service, parce que je crois beaucoup que l'être humain, tu sais, c'est l'entraide. Quand on n'a pas de mission de vie, j'ai l'impression qu'on est vide un peu à l'intérieur. Tu sais, quand on est mêlé avec nous, je ne sais pas si tu as déjà passé par là, mais tu sais, moi, je me suis déjà sentie, je sais plus trop où est-ce que je m'en vais avec mes affaires, là, justement, après l'université. Je te demande, mais quand on connecte à sa mission, puis qu'on est vraiment enclin, puis qu'on sait qu'on fait une différence dans la vie des autres, c'est là que moi, je vois le servir. Mais tu sais, des fois, les connotations, c'est différent. Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment intéressant de t'inviter par rapport, tu sais, au copywriting, puis la façon de parler et d'atteindre les gens. Fait que, tu sais, selon toi,
quelle est la meilleure façon de faire passer son message pour que ce soit le plus authentique possible? Tu sais, sans tomber... Tu sais, je voyais sur ton site web, ça m'a vraiment beaucoup accroché, tu sais, l'urgence. On a tendance, là, quand on écrit, tu sais, surtout quand on parle des entrepreneurs, quand on se lance, on a tendance à regarder ce que les autres font. Si on regarde ce que les autres font, bien, beaucoup de gens sont dans le pressure, là, tu sais, achète, sinon, tu sais, tu vas perdre cette offre-là. Tu sais, comme il y a beaucoup de messages comme ça. Comment est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un, OK, mais comment tu peux passer ton message, ramener ça à toi, puis juste que ce soit simple, que ce soit facile, que ce soit léger? Comment on rend ça le fun, le copywriting? Ah, c'est tellement une bonne question, puis c'est tellement une grande question. Oui, Parce c'est toujours des que, grandes questions. tu sais, si tu remontes le temps, là, un petit peu, puis Mhm. tu regardes l'origine du copywriting, mettons. Tu sais, OK. les grands copywriters que tout le monde étudie, là, puis que tout le monde te fait lire du côté des Américains, c'est des gens qui envoyaient des lettres par la poste dans les années 50-60. Puis ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait un produit à vendre, là. Ça peut être un produit financier, ça peut être un truc de fitness, peu importe. Puis ils envoyaient des lettres massivement par la poste. Puis là, dans la lettre, ils essayaient de te vendre la bébelle qu'ils vendaient, n'est-ce pas? Puis le copywriter était payé à la commission sur le nombre de produits qui avaient été vendus. Fait que c'est comme ça que ça a été développé. Puis c'était une culture qui était différente où il y avait beaucoup moins de marketing. Pourquoi il y avait moins de marketing? Parce que ça coûtait cher envoyer plein de lettres par la poste. C'était pas accessible à tout le monde, comme ce l'est aujourd'hui, de se partir en affaires et de faire du marketing de masse. C'était beaucoup plus... Il y avait comme une barrière à franchir qui n'existe plus aujourd'hui. Ça fait que les gens recevaient moins de choses par la poste, puis donc avaient beaucoup plus de chances d'être convaincus facilement, entre guillemets. Les gens étaient moins sceptiques, si on veut. Il n'y avait pas beaucoup Là, de messages aussi, j'imagine. Ils n'étaient pas bombardés de messages, là, comme ben aujourd'hui. non, c'est ça. Tu sais, aujourd'hui, tu te lèves le matin, tu regardes ton cellulaire, il y a de la publicité partout, il y a des gens qui veulent ton attention partout, en tout temps, constamment autour de toi. Ça veut dire qu'on est on est entraîné, en fait, à résister au marketing. Puis on n'a pas le choix. Parce que si on ne résistait pas au marketing, si notre cerveau apprenait pas à filtrer les offres, on ferait juste ça, regarder des offres tout le temps. Je veux dire, Ben, il y en a c'est... tellement. Je Ouais. ne sais pas si tu savais ça, mais sur Facebook, il y a à peu près une publicité à toutes les 3 publications. Puis c'est vraiment énorme, mais on ne s'en aperçoit pas. On n'a pas l'impression que c'est aussi élevé que ça parce que notre cerveau les ignore volontairement. Fait que quand il y a une pub sponsorisée, ton cerveau, il va passer à côté automatique. Tu ne t'en rends même pas compte, c'est inconscient. Puis ton cerveau, il fait ça pour protéger ton énergie cognitive, pour protéger ta capacité à prendre des décisions, à penser, à réfléchir, parce qu'elle n'est pas infinie, cette énergie-là. Ben non, exactement. Ben non, exactement. Puis nous, notre job en tant qu'entrepreneur, c'est, si on veut, de réussir à connecter avec les gens malgré cet obstacle-là. Obstacle qui est de plus en plus puissant parce que plus il y a de la pub, puis plus les gens utilisent les mêmes techniques de pub, plus on devient bon, plus notre cerveau devient bon pour repérer « Ah, ça c'est une pub, je n'y porterai pas attention. Ouais. Moi, j'appelle ça le détecteur de bullshit. Ton espèce de petit détecteur interne là, que quand tu vois de quoi, t'es comme « Ah, il va essayer de me vendre quelque chose. » Puis Ouais. ton cerveau, il décroche tout de suite, tu sais, quand tu fais ça. Ouais. Donc, le défi, c'est de ne pas l'activer, ce détecteur-là. Puis comment on fait pour ne pas l'activer? Ben, les gens n'aiment pas ça, là, parce que c'est plus difficile, mais ça sous-entend de ne pas reprendre nécessairement les mêmes gabarits que tout le monde va prendre. Tu sais, les mêmes formes, les mêmes sortes de titres, les mêmes sortes de leads, les mêmes façons d'attirer l'attention. Parce que si tout le monde fait pareil, tu crées de la résistance, puis les gens ne portent plus attention à ton message. Hey, mais c'est tellement un beau défi parce que je partageais justement ça hier en story, à quel point que tout a déjà été fait. Ben oui. Fait que tu sais, comment tu fais pour te démarquer rendu là? Ouais, non, c'est vrai que c'est comme un défi, Ouais. puis c'est un défi constant parce Ouais. que je veux dire, tu t'habitues à tout, puis tu t'entraînes, puis le marché est de plus en plus sophistiqué. Puis, tu sais, je peux nuancer un peu en disant que ça dépend aussi qui tu cibles. Moi, je suis dans le marché le plus sceptique qui soit. Je vends du marketing à des gens qui connaissent déjà le marketing, qui ont des notions de marketing. Fait que quand tu es coach d'affaires, quand tu vends une formation en copywriting, en marketing, en pub Facebook, peu importe, ton public est
hyper sceptique, gros détecteur de bullshit très, très, très puissant. Mais si tu vends, je sais pas, moi, du parfum ou des coussins ou un cours en ligne sur le tricot, Oui. probablement que la résistance de ton audience cible est un peu moins élevée. Fait que là, tu peux te permettre plus de choses. Ouais, C'est c'est vraiment un équilibre qui est à trouver. Mais moi, c'est là que l'authenticité arrive, en fait. C'est que la meilleure façon de faire connecter des gens avec toi, c'est d'être un humain. c'est ça. De revenir à la base. Puis c'est ça, c'est vraiment un défi, mais qu'est-ce que tu en penses du mot authenticité? C'est tellement pas un mot que maintenant les gens veulent utiliser en copywriting? Ben non, ils sont tannés du mot Ouais, authenticité parce que c'est comme un buzzword, tu sais, tout le monde ouais, dit ça, puis c'est ouais. vrai que tout le monde dit ça, mais c'est quoi être authentique? Être authentique, c'est être vrai. Si tu lis la définition dans le dictionnaire, c'est être genre être vrai selon ta nature profonde ou quelque chose du genre, tu sais. Bon, c'est bien beau, mais moi, l'authenticité, pas j'y crois pas, mais je ne crois pas que l'authenticité est un objectif qui est atteignable. Je ne pense pas qu'on peut être 100% authentique, que ce soit dans notre vie de tous les jours ou sur Internet. C'est impossible. Parce que même par rapport à toi-même, il y a des choses que tu n'as pas encore acceptées, tu ne te connais pas à 100%, c'est normal que tu veuilles cacher des choses sur toi. Ça fait Ouais. partie de la vie. Fait que moi, quand je parle d'authenticité à mes clients, je leur présente souvent plus comme un chemin. C'est-à-dire que tu t'en rapproches de l'authenticité. Puis plus Mhm. tu apprends à accepter des parties de toi, à montrer de la vulnérabilité, à raconter des vraies histoires de ta vie qui te sont arrivées avec tes mots à toi, plus tu t'en rapproches, puis plus tu marches sur ce chemin-là. Mais tu ne seras jamais 100% authentique, puis je trouve ça un peu drôle de donner le qualificatif « ceci est authentique » ou quelque chose, parce Oui, que c'est tellement intangible, tu sais. ouais, c'est vrai. Puis tu sais, puis la définition est différente pour tout le monde aussi. Mais en général, y a-tu des mots que tu dirais aux gens, genre, utilisez pas ça, là? Comme dans vos partages, utilisez pas ces mots-là. Plein. Écoute, mettre dernière chance dans l'objet de ton courriel, genre, c'est assez, là. Tu sais, tout le monde Ouais, le fait. yark, hein? Puis, C'est vrai que ça file yark. ben, tout le monde le fait. Fait que, genre, s'il y a un autre lancement en même temps que toi, la personne va avoir, genre, 3 4 courriels qui s'appellent dernière chance dans la même semaine dans son courriel, là. Tu sais, mauvaise idée, genre. Bon, on va Ouais, commencer par là. totalement Ensuite, d'accord. excellent service client, genre. Tu sais, des banalités, des choses que... Qui va dire qu'il offre un mauvais service client? C'est pas persuasif, ça veut rien dire. C'est ça, des phrases vides. Ah ouais, ou bien atteindre ton grand potentiel, passer au prochain niveau. Toutes ces affaires-là, ça ne veut rien dire, c'est vague. I know, Puis, c'est tellement difficile, puis tu le dis, là, puis tu sais, moi, c'est quelque chose que je disais souvent, genre, parce que ma brand, c'est altitude, fait que je vais souvent dire, tu sais, aller au prochain niveau, mais je suis comme, je sais que c'est vague dans la tête des gens. Ça ben veut oui, pas dire grand-chose, tu tu sais, veux-tu puis un truc pour que ça soit moins vague? Oui, oui, oui! Ben, tu sais, le contraire de vague, c'est quoi? C'est spécifique, n'est-ce pas? Fait Ouais, que souvent, un exemple spécifique va avoir beaucoup plus d'impact sur le cerveau de quelqu'un qu'une phrase vague. Je te redonne un exemple de tantôt, tu sais, je te disais un excellent service client. Si tu me dis que tu offres un excellent service client, je ne te crois pas. Je te crois pas parce que c'est une affirmation qui est vague, que n'importe qui pourrait dire. Mais ouais, si tu me dis, si tu appelles chez nous, tu vas avoir une réponse en 15 minutes, il n'y a pas de musique d'ascenseur. ouais, c'est Là, tu viens de ça. créer une image dans ma tête. Je C'est ça, sais ce que hein, je vais atteindre. associé à des images aussi. Ouais, fait que te demander, Ouais. c'est quoi concrètement passer au prochain niveau? Comment la personne va se sentir? Qu'est-ce qui va se passer dans sa vie situationnellement, dans sa tête, dans son corps? Et le décrire, en fait. Donner des détails, tu sais. Donner des détails, aller vraiment dans le spécifique. Wow, c'est vraiment des bonnes phrases vides que tu nous as nommées là, qui ne servent à Ouais, rien. Puis tu sais, des fois, puis il y a des gens qui sont vraiment pas mal intentionnés, là, tu sais, ben qui, dans non! le fond, ça, on commence des fois en business, on sait pas trop, on essaie de se démarquer, on essaie de trouver nos propres affaires, mais souvent, tu sais, tout a été fait d'une certaine façon, comme tu disais tantôt. Fait que comment est-ce qu'on navigue là-dedans pour se démarquer, puis dans le fond, je veux pas dire connecter à son authenticité, mais tu sais, comme se faire briller, genre. Ouais, ben tu sais, écoute, un truc que je dis souvent, là, les gens, quand ils commencent à s'intéresser au copywriting, ils font une obsession sur, genre, les arguments, les bénéfices, tu sais, les fameux bénéfices, la proposition de valeur. Ils veulent trouver un bon titre, ils veulent être capables d'aller mettre de l'avant des bons arguments, mais c'est pas ça qui va te différencier. Parce qu'au final,
les arguments que tu donnes, ton offre, ta proposition de valeur, c'est toutes des choses qui peuvent être copiées par un compétiteur. Il y a quelqu'un, t'as beau inventer un truc hyper révolutionnaire, il y a quelqu'un demain matin qui peut arriver puis décider, moi aussi, je vais offrir ce même bénéfice à mon client. C'est très facile. Donc, c'est pas quelque chose qui va te donner un avantage concurrentiel à long terme. T'sais. C'est quoi qui fait la différence entre du bon copywriting, où tu es allé chercher des arguments, puis qu'il y a des bénéfices, puis tout ça, puis de l'excellent copywriting? C'est le brand, c'est la voix qui ressort du texte. N'est-ce pas? Qu'est-ce que je veux dire par la voix qui ressort du texte? C'est si tu enlèves ton logo, puis tes couleurs, puis ta face, puis ta signature de ton site web, puis de tes courriels, de ta page de vente, est-ce que les gens vont savoir quand même que c'est Karine qui l'a écrit? Parce qu'ils reconnaissent ta façon de parler, tes emojis que tu utilises tout le temps, tes expressions, ton univers, l'ambiance que tu donnes à tes textes. Ouais. C'est ça qui fait la différence. Puis souvent, on n'est pas capable de le faire. Pourquoi? Parce qu'on apprend à écrire à l'école. Puis à l'école, quand on écrit, c'est noté. Et on doit répondre à des critères extrêmement rigides. Sujet amené, sujet posé, sujet divisé, les marqueurs de relation, annoncer le sujet de ton prochain paragraphe, une idée, un paragraphe. On fait des productions écrites où c'est pratiquement de la torture, là, tellement il y a des exigences à respecter pour avoir tous nos points là, en français quand on est au secondaire, par exemple. Puis ça fait que quand on écrit, notre cerveau, il se met automatiquement en mode dissertation. Mais tu n'es pas en train d'écrire une dissertation, tu veux connecter avec les gens. Ce qu'il faut qu'ils ressortent, c'est pas des marqueurs de relation, puis des phrases avec 60 compléments de phrases, puis tout ça. Là. Ce qu'il faut qu'ils ressortent, c'est ta voix, ta personnalité, ton charisme. Il faut que tu sois capable de le manifester à l'écrit. C'est ça le blocage pour beaucoup de gens. Tellement! Dirais-tu, là tu dis ça, puis ça me spark une idée comme ça, puis j'ai peut-être une idée vraiment pas bonne, mais tu sais, genre, au lieu d'écrire une page de vente, une personne pourrait-tu juste s'enregistrer à l'oral? Genre, qu'est-ce que tu dirais à ton client, là? Puis là, ça, à partir de là, se bâtir, genre, des phrases. Ah ouais, puis j'adore que tu dises ça parce que dans ma formation en rédaction persuasive, je fais ce qu'on appelle des cliniques sans rendez-vous. C'est à toutes les 2 semaines, mes étudiants, ils peuvent venir, ils amènent un texte, puis je révise leur texte avec eux en live, c'est vraiment le fun. J'aime ça comme écrire sous pression. C'est un bon moment pour moi. Mais bien souvent, vraiment souvent dans ces cliniques-là, mes étudiants, ils sont morts de rire parce que je ne fais aucun travail. C'est-à-dire que je regarde leur texte, je suis comme, OK, peux-tu m'en parler de ce produit-là? Puis là, mon étudiant se met à m'en parler. Puis là, je dis, OK. Puis là, je pose des questions, puis tout ça, puis je note pendant qu'il me parle. Puis là, après ça, je dis, regarde, tout ce que tu viens de me dire, là, c'est meilleur que ce que tu as écrit. C'est fou, hein? Et ça arrive vraiment souvent. C'est vraiment à cause de l'espèce de... On se déconnecte de nous et de notre façon de raconter et d'être quand on écrit parce qu'on se met en mode école. Puis quand on parle, on le fait pas. Fait que quand on parle, c'est là que souvent que les perles vont ressortir. Après, c'est de t'asseoir, de t'écouter, de noter tout ça, puis de voir qu'est-ce qui en ressort, comment je vais formuler ça intelligemment, là, à l'écrit, bien sûr. Mais il n'empêche que, oui, tu as totalement raison, tu as un bon instinct parce que c'est souvent à l'oral qu'on va être capable d'aller chercher le meilleur. Moi, je demande à mes étudiants souvent de s'enregistrer. Fais une entrevue avec un client où tu parles avec lui de ton nouveau produit, écoute-toi après. Assois-toi, va dans un café avec un ami, puis explique-lui c'est quoi ton produit ou ton service. Enregistre-toi, écoute-le après. C'est extrêmement puissant. Vraiment. Tellement! Quel beau déclic! Hey, merci de partager ça parce que, tu sais, moi, j'ai été là. Tu sais, je suis encore un peu, je travaille encore là-dessus, on s'entend, mais hey, j'étais tellement perdue à un moment donné, puis je virais tellement en rond, puis je faisais juste sortir des phrases vides, puis j'étais comme sacrifice, je vais-tu finir par, tu sais, comme accrocher. Il me semble que mes textes ne voulaient rien dire, tu sais. C'est difficile, c'est vraiment plus difficile que ça a l'air, le copywriting. Ah, ouais. Ben, l'autre truc que je remarque souvent, c'est que tu as comme 2 profils de copywriter débutants, mettons, ou d'entrepreneurs qui commencent à écrire des textes. Tu as ceux qui l'ont vraiment facile pour justement manifester leur voix et faire du storytelling. C'est facile pour eux d'écrire comme ils parlent, puis de raconter des histoires, mais ils manquent de structure, puis ils ont de la misère à apporter des arguments. Fait que ça, c'est le type 1. Puis eux, ben, il faut qu'ils apprennent à structurer leurs affaires, à répondre aux objections, etc., etc., puis le côté un peu plus cartésien du copywriting. Puis tu as les gens qui comprennent très bien les besoins de leur clientèle, ont beaucoup d'empathie, sont capables là, de se mettre dans la tête de leurs clients, puis savent exactement sur quel levier peser pour les persuader, mais ils écrivent super corpo. Ils sont vraiment pognés du côté de la voix. Puis moi, ça surprend tout le temps les gens quand je dis ça, mais moi, j'étais catégorie 2.
Moi, je sors d'études en droit, là. Tu peux pas t'imaginer à quel point mon style d'écriture est dégueulasse quand je commence à m'intéresser au copywriting, là. Moi, c'est le concours de la phrase la plus longue dans ma tête que je joue quand j'écris, là. C'est vraiment terrible, là. J'ai vraiment pas un style qui est en anglais, je dirais palatable, mais comme, tu sais, digestible, qui est le fun, qui est clair, qui est trippant, tu sais. Donc, j'ai dû apprendre à désapprendre. J'ai dû désapprendre ces réflexes-là pour être capable de faire du bon copywriting. Tu sais, c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain. Ça demande tu fais juste démontrer aux gens que c'est possible. Ben oui. Puis j'ai des clients qui arrivent, là, constamment. Je veux dire, c'est vraiment... Ça s'apprend par du monde. Tellement, c'est tellement intéressant. Puis en parlant d'apprendre, genre, c'est quoi tes services? Comment est-ce qu'on peut travailler avec toi? Moi, en ce moment, avant, j'écrivais, je rédigeais des pages de vente. Ce n'est plus le cas. Donc, je ne fais plus de rédaction. J'ai des rédactrices certifiées, par exemple, s'il y en a qui cherchent des rédacteurs, tu fais la certification de rédactrice? C'est bien cool, ça! Ouais, c'est vraiment le fun. C'est peut-être mon projet préféré. En termes d'impact, là, c'est vraiment trippant de permettre à d'autres gens de bien vivre avec l'écriture. C'est vraiment le fun. J'adore ça. Mais sinon, j'ai 2 formations en ligne. Une sur le pricing, dont on a parlé un petit peu au début, là, qui est vraiment une formation où j'explique aux gens comment mettre un prix sur leurs produits ou leurs services qui n'est pas à l'heure, qui n'est pas en fonction de leurs dépenses, qui n'est pas en fonction d'une feuille Excel, d'un tableau Excel. Excuse-moi, j'ai failli... Fait que c'est pas ton verre d'eau? J'ai failli le renverser, mais il est correct. Mon chum m'aurait tué. J'en ai renversé 2 la même semaine, la semaine dernière, à la fin de l'anecdote. Non! Ouais, je suis vraiment très, très douée pour échapper des choses. Mais voilà, fait que j'ai celle-là qui s'appelle Jamais trop cher. Puis j'ai ma formation en rédaction persuasive, un mot à la fois, qui est vraiment une formation pour les gens qui veulent justement maîtriser cette écriture-là, qui veulent retrouver un peu leur voix, être capable de présenter leurs produits dans des mots qui sont captivants, qui sont intéressants, etc. Ouais. Wow! Vraiment 2 belles formations. Clairement, où est-ce qu'on peut te rejoindre? lesmotspourvendre.com, c'est mon site web, toutes mes informations sont là. Sinon, je suis super active sur LinkedIn, pas mal mon réseau préféré. OK, clairement, je vais mettre ça dans les stories Instagram. Cool, je vais mettre ça dans les notes. Mais moi, là, avant qu'on se quitte, j'aime toujours demander aux gens qui viennent sur le podcast, quelles sont tes 3 choses favorites dans le monde que tu pourrais pas vivre sans? Les 3 choses favorites dans le... Puis là, il faut que ça soit des choses, hein? Ben, ça peut... Oui. Pas nécessairement. Non, comme trois affaires dans ta vie que tu peux pas te passer de, là. OK, dont je ne peux pas me passer. Mon temps. Ton temps, oui. Ouais, mon temps. C'est vraiment important pour moi d'avoir un horaire qui est léger, d'avoir des espaces pour continuer d'apprendre, pour découvrir des choses, pour laisser... En fait, je réalise que je ne suis pas capable d'être productive puis d'être créative quand j'ai pas beaucoup de temps libre dans ma semaine. C'est vrai que ça tue la créativité, ça. Hein? Ah, tellement. Là, j'ai besoin d'avoir de la flexibilité et du temps pour moi, pour écouter des documentaires, lire des livres, jaser avec mon chum, marcher dehors, chiller. Jouer! Oui. Moi, c'est comme ça, c'est mon... c'est mon tagline que j'essaie de trouver en français. Follow the fun. Ben oui, tellement. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Vraiment. Ouais. Fait que mon temps, première chose dont je ne le sacrifierai plus jamais. C'est fini. C'est fini. Deuxième chose sans laquelle je ne pourrais pas vivre. C'est vraiment comme utilitaire, mais je pense les livres audio puis les podcasts. Parce que quand tu passes ta journée à lire, à créer, à écrire, moi j'écris beaucoup, je crée beaucoup de contenu, j'avais beaucoup arrêté de lire en fait. Je ne lisais plus, je n'avais plus le temps, j'avais plus forcément l'envie et le goût. Puis c'est vraiment les livres audio qui m'ont redonné le goût à la lecture. Puis ça a beaucoup amélioré ma qualité de vie, même... Tu sais, j'en écoute pour m'endormir le soir, j'en écoute quand je marche, j'en écoute constamment. Puis ça fait vraiment partie de mon quotidien et je ne m'en passerai plus maintenant que ça fait partie de ma vie. Je conseille à tout le monde d'écouter des podcasts, Ça nourrit et ça renoue avec, justement, parce que je pense que ça vient peut-être de l'université aussi, là, on développe comme un écran titre de la lecture. Ah, tellement, là! Tu sais, d'avoir des podcasts, ça permet de nourrir ce côté créatif-là encore, puis ouais, tellement. Audio, podcast. OK, 3e.
Le troisième... Hey, c'est difficile, ce genre de questions-là, pour moi, parce que... Hey, puis je te la pitch à la fin, comme ça, flac à clair. Oui, puis moi, je suis le genre de personne relativiste, là, qui est comme, ça dépend, puis que... je suis comme ça, là, tu sais, j'ai pas de bon sens, j'ai de la misère à prendre des décisions. Je suis au restaurant, puis ça me prend genre 60 000 ans à choisir ce que je vais manger, tu sais. Puis là, je t'en demande 3, là, tu sais, pas 33, tu sais. Ben oui, c'est ça, je peux pas en mettre 300, là, c'est juste 3. Je trouve ça très, très difficile. Mais la troisième chose dont je ne pourrais pas me passer, c'est vraiment cliché, mais je pense que ça va être mon ordinateur. Ah, ben non, c'est pas cliché. C'est juste la réalité. Mon modèle d'affaires n'existerait pas dans les années 80. Tu sais, c'est ton style de vie, c'est ta façon de créer, c'est tellement de choses, c'est tellement symbolique ton ordinateur. Ben oui, c'est fou quand même, là, tu sais. Puis toi aussi, d'ailleurs, tu sais, on ne pourrait pas avoir des business comme celles qu'on a en ce moment sans ça. Non. Puis franchement, je ne m'en passerai pas. Ouais. C'est ça. Ça m'apporte du temps, de la liberté et du bonheur. Puis je suis bien contente. Wow! Hey, merci tellement pour cette belle entrevue-là. C'était tellement le bonheur de jaser avec toi. Vraiment, j'adore ce que tu fais. Je vais mettre tous tes liens dans la bio, dans les notes, pour que les gens puissent te rejoindre. Merci encore une fois. Merci à tout le monde d'avoir été là. Si vous avez aimé l'épisode, partagez-la, aimez-la, allez nous noter des beaux petits feedbacks. Puis on se reparle dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.